Bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui, l'heure est grave, on va parler de dopage. Alors ceux qui n'ont pas réussi à lire le mot dopage, si vous voulez, vu que je suis l'homme au bon tuyau, j'ai un code réduction de 10% pour votre prochain rendez-vous ophtalmologique. Code panache 10 comme d'habitude. Bon, blague à part, on va parler d'un sujet sérieux. Honnêtement, je suis pas trop fan de parler de ce genre de sujet, pas parce que c'est tabou ou quoi que ce soit, c'est pas tabou, tout simplement pour la simple et unique raison que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas convaincables, entre guillemets, que en fait ça y remettre juste un petit coup d'épée dans l'eau, donc du coup ça ne sert à rien. Malgré ça, je pense qu'à côté de ça, il y a des personnes qui se posent de réelles questions et qui ont des doutes, et vis-à-vis de ça, je ne veux pas du tout que ces personnes-là se sentent mal à l'aise, bien au contraire, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes et de se poser des questions. Mais il y a un juste milieu entre se poser des doutes, se poser des questions et hurler de fausses accusations de manière publique et diffamer un athlète de haut niveau. Alors, je tiens d'ores et déjà à faire un petit disclaimer. Attention, cette vidéo n'est pas là pour convaincre qui que ce soit qu'il n'y a pas de dopage, que tout le monde est naturel, etc. Pas du tout. Cette vidéo est simplement là pour vous présenter des éléments objectifs, des faits, et vous permettre d'avoir plus d'éléments pour vous faire votre propre opinion sur ce sujet-là. Personnellement, c'est ça que je reproche aux individus qui font des déclarations trop extrêmes. En fait, c'est le manque d'informations. Et donc, du coup, avec cette vidéo, je vais vous présenter toutes les informations qui sont en ma possession. Forcément, peut-être que je vais passer à côté de certaines informations. Si c'est le cas, l'espace commentaire sera là pour qu'on en discute ensemble, dans le respect de l'un et de l'autre. La première information qui est capitale, essentielle, critique, que beaucoup de personnes confondent, c'est que la force athlétique, le powerlifting, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pareil en soi, regroupe des fédés différentes. Là où ça peut sembler évident pour d'autres sports que c'est pas le cas, par exemple au basket, au foot, quand on pense à la fédé, on pense à la fédération nationale qui regroupe du coup la Ligue 1, toutes les autres ligues, etc. pour le foot, et puis du coup la division 1, etc. pour le basket. En force athlétique, ce n'est pas du tout le cas. Il y a évidemment une fédération en France qui dispose de l'approbation du ministère des Sports, qui est la fédération dont je fais partie, donc qui s'appelle la FF Force. Mais il y a plein d'autres fédérations, que ce soit en France ou dans le monde entier. Dans le monde entier, la fédération qui est dans la continuité de la fédération dans laquelle je suis, c'est ce qu'on appelle l'IPF, l'International Powerlifting Federation. I will speak in French because I am obliged to do that. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres fédés qui, du coup, ne suivent pas les mêmes règles que la fédération dont je fais partie sous l'égide de l'IPF. Du coup, déjà, on est face à un énorme problème. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ces informations-là, qui prennent certaines performances, du coup, réalisées sous certaines circonstances différentes en fonction des fédérations dans lesquelles les personnes participent, et qui, du coup, partent de ce principe pour dire, forcément, vu que cette personne-là fait de la force, tous les pratiquants en force sont dopés. Or, il y a des fédérations où les règles changent drastiquement. Par exemple, dans ma fédération, qui est la FF Force, on a 2 heures entre le moment de la pesée et le moment de la première barre en compétition. Il y a d'autres fédérations où il y a 24 heures. Dans ma fédération, on est obligé d'avoir les talons posés au sol au développé couché. Et dans d'autres fédérations, c'est tout à fait toléré de ne pas avoir les talons et de faire son développé couché sur la pointe des pieds. Donc en fait, ces exemples-là vous montrent qu'il y a des différences cruciales au niveau des règles au sein des différentes fédérations. Et donc, une de ces règles, une de ces différences au niveau des règles, c'est le dopage. Il y a certaines fédérations qui ne testent pas le dopage. Du coup, si elles ne testent pas le dopage, ça veut dire open bar, chacun est libre de venir comme il veut. Mais à côté de ça, il y a des fédérations comme celle dont je fais partie, l'FF Force, l'IPF de surcroît, qui ont des tests antidopage, plus ou moins contraignants, on y viendra dans les points suivants. Mais du coup, le fait que de participer dans une fédération où il y a des tests antidopage indique que cette fédération ne veut pas que vous vous dopiez et que vous participiez à des compétitions qui sont sous son égide. Et ça, c'est un point essentiel. Beaucoup de personnes prennent des perfs réalisés dans ces fédés où il n'y a pas de test antidopage. Et personnellement, je vais vous donner mon avis très simplement. Maintenant, je n'ai absolument aucun problème avec le dopage dans ces fédérations-là, dans la mesure où il est toléré ou institué. Mais quand vous êtes dans une fédération testée, où les athlètes sont censés être naturels, alors
là j'ai un problème avec le dopage. Et beaucoup de personnes font la confusion entre les deux, peut-être parce que, encore une fois, dans d'autres sports, il n'y a qu'une seule fédération, mais ce n'est pas le cas en force. Et déjà là-dessus, il y a beaucoup de choses à apprendre. Dans la continuité de cet argument, il y a un exemple très simple. Il y a plein d'athlètes qui ont fait des vidéos avouant, et même pas seulement avouant, mais aussi en guidant l'utilisation selon eux des produits dopants. Pourquoi? Parce que justement ces athlètes ne font pas partie des fédérations où c'est sanctionné. Et du coup, il y en a plein qui disent oui, mais du coup, ils peuvent pas en parler parce que c'est sanctionné. Non, simplement, normalement, quand on est dans une fédé où c'est sanctionné, on n'est pas censé prendre de produits dopants. Mais dans une fédération où ce n'est pas sanctionné, on peut en prendre et même on peut en parler. Et attention, je ne veux pas qu'on fasse un amalgame. Je ne suis pas en train de dire que la seule fédération française qui a des tests antidopage, c'est la FF Force. Ce n'est pas le cas. Je vais être franc avec vous, j'en sais rien pour les autres fédérations. Personnellement, je ne m'intéresse que à la FF Force et à l'international, je ne m'intéresse que à l'IPF. Mais donc je sais de sources sûres, vu que je suis soumis à ces tests antidopage, que ces deux fédérations-là ont bel et bien des tests antidopage et une stratégie et une politique de lutte contre le dopage. Maintenant, je vais vous parler de concrètement comment ça se passe au niveau des tests antidopage, vu que moi j'ai pris la branche, donc fédération naturelle. Alors, ça veut rien dire fédération testée où les athlètes sont censés être naturels, c'est ça qui est plus exact au niveau de la terminologie. Alors, il y a deux méthodes de dopage et je vais être tout à fait franc et transparent, honnête avec vous sur, selon moi, la force dont dispose chacune de ces méthodes. La première méthode antidopage, pour moi, c'est la moins fiable, la plus faible, mais qui réussit à choper des athlètes. Et là-dessus, je vous mettrai un petit défilé sur le site de la fédération de la FF Force, des athlètes qui ont été pris avec cette méthode. C'est ce qu'on appelle la meet testing, donc à savoir la méthode qui consiste à tester un athlète au cours de la compétition, soit pendant la compétition entre deux mouvements, soit après la compétition, une fois que tout est terminé, avant la remise des récompenses. Alors, dans cette méthode, il y a deux manières de tester, donc il y a soit le test urinaire, soit le test sanguin, soit les deux combinés, donc urinaire et sanguin. Ceci est mon urine. Donc c'est simple, vous êtes un athlète, vous faites votre compétition, il y a des personnes qui viennent vous voir, qui vous disent écoutez, voilà, vous avez été entre guillemets sélectionné pour être contrôlé, on a décidé de vous contrôler, donc à partir de maintenant, tous vos déplacements ne peuvent se faire qu'avec nous. Et tous les déplacements aux toilettes, etc. ne peuvent se faire qu'avec nous. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Et vous avez quelqu'un qui vous suit H24, qui regarde ce que vous faites pour éviter en fait que vous grugiez d'une manière ou d'une autre le test. Donc, le problème que je vois avec cette méthode, c'est que la date du test est connue par les athlètes. Par exemple, si vous faites une compétition le 10 octobre, vous savez que le 10 octobre, vous êtes susceptible d'être testé. Et donc, du coup, avec certaines méthodes, honnêtement, je n'y connais absolument rien, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, les molécules ont une espèce de durée de vie dans l'organisme. Et en fonction de la durée de vie de la molécule dans votre organisme, vous pouvez vous arranger pour effacer, entre guillemets, les traces de cette molécule dans votre organisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vis-à-vis de ça, je vais dire deux, trois choses. Premièrement, ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes présentent ça comme étant facile. Ouais, t'arrêtes et c'est réglé. Non. Il faut connaître la durée de vie de la molécule dans l'organisme et sachant qu'elle varie en fonction des individus, donc il faut la connaître exactement pour vous. Et ensuite, à côté de ça, il y en a certains qui parlent de sous-dosage, de surdosage. C'est complètement bidon parce que le test ne constitue pas uniquement à faire des calculs de seuil. En fait, il regarde exactement les molécules présentes. Et donc, une molécule, par exemple, de testostérone que vous vous êtes injectée n'aura pas la même signature qu'une molécule de testostérone que vous produisez naturellement. Et donc, du coup, au-delà du simple aspect de quantité, au niveau des dosages, le simple fait que vous ayez introduit une substance extérieure dans votre organisme vous fera rater ce test antidopage. Et après, je lis des énormités également, comme quoi la GH, donc growth hormone, qui sont les hormones de croissance, du coup, ne se détecte pas à un procédé spécial pour ne pas se détecter. Alors, la GH ne se détecte pas dans les urines, mais elle se détecte dans le sang. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de faire cacher la GH ou quoi que ce soit, simplement que ça ne se teste pas à cet endroit-là, ça ne se teste pas dans les urines, ça se teste dans le sang. Et donc du coup, si quelqu'un veut contrôler le taux de GH d'un athlète, il ne va pas faire un contrôle urinaire, il va faire un contrôle sanguin. Donc encore une fois, il y a des tests qui existent, qui sont présents, qui sont strictement appliqués, mais j'accorde tout à fait le fait que ces tests ont une certaine faiblesse par rapport au fait que la date est connue à l'avance de l'athlète. Mais ça c'est normal, l'athlète c'est normal. L'athlète connaît la date de sa compétition. Donc s'il est contrôlé en compétition, il connaît la date potentielle du test. Ah oui, 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 oui.
C'est pas qu'on l'a prévenu, allô oui, tu vas être contrôlé. C'est simplement que on connaît la date de la compétition. Et ça, je tiens à le signaler. Chaque athlète à chaque compétition peut être contrôlé. Vous faites une première compétition pour les débutants, boum, vous pouvez vous faire contrôler. Vous faites les championnats de France, boum, vous pouvez vous faire contrôler. Et donc l'argument de oui, ils connaissent la date du test avant, oui, parce qu'on connaît en fait la date de la compétition. Et donc du coup, chaque date de compétition est une date de test potentielle pour un athlète en FF Force ou en IPF. Donc cet argument du ils connaissent la date n'en est pas un, et ça n'en est pas un de surcroît pour la deuxième méthode de test, qui est la out of meet testing. Donc la out of meet testing, c'est quoi? C'est un test hors de toute compétition. Donc l'argument de ils connaissent la date du test tombe, vu que tout simplement les athlètes ne connaissent pas la date du test out of meet testing. Pour ça, il y a de mémoire 3 manières d'avoir un test out of meet testing. La première manière, c'est une délation. Donc tout simplement, vous allez sur le site de la FLD, je mettrai probablement le lien dans la description. Et en fait, il y a un onglet dénonciation et vous pouvez dénoncer un athlète sur lequel vous avez des suspicions quant à son usage de produits dopants. Et tout simplement, ce que va faire la FLD, en fonction des moyens, en fonction de pas mal de choses, elle va aller procéder à des tests inopinés. Donc c'est ce qu'on appelle de out of meet testing, du coup, un test hors de toute compétition, un test inopiné. Donc un test où l'athlète ne connaît pas la date du test. Et en soi, il y en a plein qui disent oui, mais du coup, s'ils viennent, l'athlète, il se présente pas, etc. Vous êtes prêts? On y va! Alors là-dessus, il y a différentes règles. Déjà, quand c'est arrivé à un ami à moi, il avait un test inopiné à domicile et à ce moment-là, il n'était pas chez lui. Sachez que le lendemain matin, les agents, ils sont retournés et lui, il y était. Donc en fait, croyez pas que c'est en faisant le mort que les athlètes s'en sortent. Pas du tout, parce que les agents, quand ils voient qu'un athlète n'est pas à son domicile, sachant qu'ils viennent souvent très tôt le matin, ils se disent pas il y a anguille sous roche, mais ils se disent ok, bon je reviens demain, je reviens la semaine pro et je reviens ainsi de suite. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier argument de vous connaissez la date du test, donc vous pouvez jouer avec les substances et ne pas vous faire choper. Mais le truc, c'est qu'avec le deuxième argument, ça ne marche pas, vu que la date n'est pas connue et que du coup, c'est pas possible de timer. Si à un moment, le lundi, il y a des mecs qui viennent contrôle antidopage inopinés et vous n'êtes pas chez vous, ils reviennent le mardi, ils reviennent le mercredi, ils reviennent le jeudi, ils reviennent le vendredi, machin. Croyez pas que c'est en une semaine que si vous êtes dopé à ce moment-là, si vous prenez des produits à ce moment-là, les traces des produits vont disparaître de votre organisme. Ça se passe pas du tout comme ça. Ça prend beaucoup de temps en fonction des substances, etc. Là-dessus, encore une fois, je vais pas m'étaler vu que je ne connais tout simplement pas le sujet. Mais voilà, donc n'importe qui peut être contrôlé, inopiné à son domicile, n'importe quel jour, simplement avec l'aspect délation de la FLD, qui est donc l'Agence française de lutte contre le dopage. Autre manière de le faire, c'est en fait sur demande de la fédération. La fédération peut demander des tests inopinés. En général, elle le fait pour les athlètes qui sont membres de l'équipe de France ou du collectif national. Comme ça, en compétition, ils sont sûrs d'amener des athlètes qui sont naturels. Donc, la fédération, ça lui arrive de demander des tests et de contrôler tel ou tel athlète. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la WADA Testing Pool. Et en fait, ce groupe est constitué en fait des meilleurs athlètes ou des plus hauts profils ou alors des profils les plus entre guillemets suspicieux d'athlètes qui pourraient être du coup dopés. Comment ça se passe? J'ai une amie à moi qui est dessus, donc je sais comment ça se passe. Je ne suis pas dessus au cas où certains se posent la question. En fait, vous devez renseigner à l'avance sur un calendrier. En fait, vous avez un calendrier comme votre calendrier à vous, hein. Et du coup, à l'avance, vous devez renseigner où vous allez être tel jour de telle heure à telle heure. Et vous avez certains créneaux horaires auxquels vous êtes obligé d'être à l'endroit indiqué. Et si vous n'êtes pas à l'endroit indiqué, vous prenez un avertissement une première fois, peu importe la raison. Vous prenez un avertissement. Vous êtes chez votre famille, votre mère, le médecin, machin, avertissement. Vous avez dit que de telle heure à telle heure, vous étiez à cet endroit-là, vous êtes obligé d'y être. Premier avertissement. Deuxième avertissement, au bout du troisième avertissement, c'est considéré comme un échec à un contrôle antidopage. Donc en fait, il n'y a pas 3 avertissements, il y a 2 avertissements et le troisième est une sanction. Donc cela veut dire que si jamais à un moment un athlète, pareil, est dans une dynamique où il compte se doper, il est sur cette liste, il n'a aucune certitude, aucune garantie de la date du contrôle antidopage qui peut survenir à tout moment, et le fait de ne pas se présenter au contrôle ne le protège pas. Parce qu'il ne pourra pas se présenter une fois, 2 fois, la troisième fois, suspendu. Et comme je vous ai dit précédemment, en général, si vous ratez une première fois, ils ne s'arrêtent pas là, ils reviennent le lendemain, le surlendemain. Ils ne vous lâchent pas tant qu'ils ne vous ont pas fait le contrôle qu'ils ont prévu de vous faire à ce moment-là.
Le troisième aspect dont j'ai envie de parler, c'est un aspect un peu plus, on va dire, circonstance que concrètement comment ça se passe. Et pour ça, je vais vous présenter un truc très simple. Beaucoup de personnes disent oui, le dopage, le dopage. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous êtes un athlète FF Force ou IPF, vous êtes susceptible d'être contrôlé à n'importe quel moment. Alors attention, je vais simplement faire une mention ici. Je ne sais pas comment ça se passe. En fait, l'IPF, c'est la fédération au-dessus. Mais en fait, toutes les fédérations nationales ont leur propre système de fonctionnement qui doit respecter un certain ensemble de règles déterminées par l'IPF. Mais ça se passe un peu différemment en fonction des pays. Donc là, ce que j'ai dit juste avant, ça se passe pour la France. Je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger. Donc là-dessus, je ne me prononce pas vu que je ne sais pas comment ça se passe. Mais les règles sont censées être les mêmes. Donc, il y a plein de personnes qui disent oui, mais si tu es naturel, tu n'auras pas de visibilité, etc. Alors, pour moi, cet argument est faux, pour la simple et bonne raison que si on prend les athlètes avec le plus de visibilité en force, il y a les deux athlètes avec le plus de visibilité en FF Force, donc du coup en IPF, donc du coup qui est la fédération internationale, et les deux athlètes avec le plus de visibilité hors fédération testée. Donc je dis peut-être une bêtise, je re-regarderai par la suite, mais si j'ai raison, je le remettrai. L'homme avec le plus de visibilité en IPF doit être, je pense, Russell Lee, avec à peu près 300-400 000 abonnés. L'homme avec le plus de visibilité, du coup, fédération non testée, donc où le dopage est autorisé, et Larry Wheels avec 1,8 million d'abonnés. Bon, c'est vrai que Larry Wheels, c'est pas juste un athlète en force, mais Larry Wheels a été découvert grâce à la force. Larry Wheels a commencé par faire de la force, ensuite il a fait un peu de body, ensuite il a fait un peu de strongman, et après il a fait un peu tous ces autres trucs. Mais à la base, Larry Wheels s'est fait connaître grâce à la force. Et il n'y a pas si longtemps, il était connu que pour la force, même si maintenant c'est plus large. Et pour les femmes, la femme avec le plus de visibilité en IPF, je pense que c'est Amanda Lawrence avec à peu près 200 000 abonnés. Et la femme avec le plus de visibilité en fédération non testée, donc dopage autorisé, et Steffi Cohen avec 800 000 abonnés. Encore une fois, Steffi Cohen n'a pas fait... Enfin, elle a surtout fait de la force, même si là, elle se diversifie, voilà. Mais c'est pour vous prouver tout simplement, et je vous mettrai d'autres exemples si j'en trouve de pertinents, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, le fait d'être nati n'a pas d'avantage au niveau de la visibilité. Donc si un athlète veut avoir le plus de visibilité possible, bah, ce que les chiffres nous disent actuellement, en tout cas, c'est qu'il devrait se doper et aller... Alors si, encore une fois, attention, je n'invite pas au dopage. Pour moi, le dopage n'est pas la solution. C'est une mauvaise idée. Mais si vous avez fait votre choix, machin, si l'objectif c'est d'avoir le plus de visibilité possible, bah alors allez du côté dopé, où c'est autorisé, où c'est toléré. Parce que c'est de ce côté-là qu'il y a le plus de visibilité. Et dans une certaine mesure, entre guillemets, ça se comprend, vu que c'est de ce côté-là qu'on va voir les physiques les plus impressionnants, c'est de ce côté-là où on va voir les perfs les plus impressionnantes, etc. etc. Donc il y a probabblèment plus de chances qu'il y ait plus de visibilité à ce niveau-là. Le deuxième sous-aspect, la deuxième sous-catégorie d'éléments circonstanciels, c'est l'argent. Forcément, qui dit visibilité dit argent dans une certaine mesure, donc ceux qui ont plus de visibilité sont censés, entre guillemets, avoir plus d'argent, même si la visibilité ne fait pas tout. Mais pour l'argent, il faut comprendre quelque chose. Et moi, je vais être tout à fait franc vis-à-vis de vous là-dessus. En tant qu'athlète de haut niveau français, donc je suis sur la liste ministérielle, j'ai quelques aides. J'ai des aides de la part de la région d'où je suis, enfin la région où mon club est situé, donc la région Grand Est. Et pour ceux qui s'intéressent, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, du coup je vais... Voilà, je le dis, c'est moins de 3 000 €. Je ne sais pas exactement si j'ai le droit de dire combien c'est, donc dans le doute, je vais pas m'avancer, mais c'est moins de 3 000 € à l'année. Attention, à l'année. Et tous les ans, ça change en fonction des budgets qui sont alloués du coup à ce service des sports de la région. Donc il y a une année, ça peut être 3 000 €, et une année, ça peut être 1 000, en fonction de l'argent dont dispose la région. Donc c'est une source de revenus. Alors 3 000 € comme ça, c'est beaucoup pour quasiment tout le monde, mais si vous ramenez ça à l'année, sachant que pour être sportif de haut niveau, il faut faire quasiment que ça, hein, il faut être sportif de haut niveau, quoi. Du coup, au mois, ça fait moins de 300 €, quoi. Donc, ramener au mois, tout est beaucoup plus relatif. Et après, alors moi personnellement, je n'en ai pas, mais vous pouvez avoir des aides de votre département. Donc, les aides du département sont très très souvent inférieures à celles de la région. Donc, du coup, je sais pas si c'est moins de 3 000 €. Allez, moi j'aurais tendance à dire que ce sera peut-être moins de 1 500 €, quelque chose comme ça, pour l'aide du département. Donc si on prend les deux plus grosses sommes, ça fait du coup 4 500 € à l'année, donc ça fait environ 450 € par mois. Du coup à l'IPF, pareil, vous gagnez une poignée de main, une médaille. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'argent en jeu.
Il y a des primes pour les sportifs par rapport à vos résultats, etc. Mais ça, en fait, ça dépend de vos résultats, donc vis-à-vis de ça. Et la prime, honnêtement, voilà, c'est bien, c'est bien d'avoir des primes. Il y a plein de sports où il n'y a pas de prime, mais c'est infime comme rentrée d'argent. Et à côté de ça, aux États-Unis, principalement, vous avez des compétitions où le cash prize s'élève à des dizaines de milliers de dollars, voire des fois des centaines de milliers de dollars. Il y a par exemple l'US Carn Open, où il y a beaucoup d'argent à se faire. Récemment, il y avait le Meet SBD, donc Sheffield, qui aurait dû donner de l'argent aussi, du coup, pour le côté naturel. Malheureusement, ce Meet ne s'est pas fait avec le Covid. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, il n'y a que dans les fédés américaines non testées où vous pouvez vous gagner de l'argent, du cash, après une compétition. Et ça chiffre en dizaines de milliers de dollars, voire centaines pour certaines compétitions, en fonction de vos résultats. Troisième aspect circonstanciel, c'est en fait, il découle exactement des deux aspects précédents, c'est pour ça que je l'ai présenté dans cet ordre-là. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans une fédération testée, les gens attendent de vous que vous soyez naturel. Moi, j'attends d'un athlète qui vient en FF Force faire une compétition qui soit naturelle. Parce que c'est la règle. La Fédé a mis en place des contrôles antidopage. Ça veut dire que tout le monde est censé être naturel. J'ai bien dit tout le monde est censé être naturel. Je ne dis pas que tout le monde est naturel, tout le monde est censé l'être par contre. Et à côté de ça, il y a des fédés où c'est open bar. Et donc du coup, si moi je venais à me doper, je dirais c'est simple, je vais dans la fédé où le dopage est toléré, voire est légion, j'ai envie de dire même. Et pas dans la fédé où au contraire il ne faut pas être dopé. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que forcément il y a des petits malins, des fois, qui viennent dans les compétitions testées, étant dopés pour gagner, pour être au-dessus des autres. Comme je l'ai dit, l'avantage que ça représente est moins important que si cette personne-là allait du côté dopage, parce qu'il y a plus de visibilité, plus d'argent. Or, du côté naturel, il y a moins de visibilité, moins d'argent. Donc, déjà, rien que ça, c'est pas logique. Mais au-delà de ça, en fait, du coup, il y a eu un événement récemment qui s'est passé au championnat du monde de l'année dernière, du coup en Suède, en 2019. Un athlète haut profil, très très haut profil, haut niveau depuis des années en force. Moi, quand j'ai commencé, il était déjà en place, très haut niveau, top 3 mondial, quoi, en gros, en plus de 120 kilos. Bon, je vais pas donner son nom parce que je veux pas faire de... Enfin, c'est avéré, hein. Il s'est fait choper un contrôle antidopage, mais je ne veux pas, voilà. On va l'appeler Jelly Dranton. Jelly Dranton. Wow. Il y a quelques lettres de différence. Jelly Dranton s'est fait choper avec plusieurs substances. Je ne sais pas exactement combien exactement, mais plusieurs substances. Et ce qui s'est passé, c'est que on l'a shame, en gros. Bon, il s'est fait harceler, etc. Là-dessus, je valide pas ce genre de comportement. Mais en gros, il s'est fait taper dessus par tout le monde en mode ah ouais, en fait, tout ce temps, t'étais dedans et en fait, tu te faisais passer pour un mec clean, etc., etc. Et du coup, ce mec-là, alors, aux dernières nouvelles, il avait désactivé Instagram, il a disparu de la scène. Peut-être qu'il s'entraîne toujours, mais qu'il poste pas, etc. Et voilà. Et en fait, ça, c'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous ceux qui sont dopés et qui pas s'entraînent, mais qui concourent dans des fédérations où il y a des tests. C'est que le jour où vous avez un test positif, vous êtes mort. Plus personne ne vous prendra au sérieux, tout le monde parlera mal de vous, et vous perdrez toute crédibilité. Et pour moi, c'est légitime parce que vous ne devez pas être dopé quand vous êtes dans une fédération où il y a des tests antidopage. C'est légitime. Donc, je ne valide pas le harcèlement, etc. Mais je valide le boycott. Je valide lui, il n'existe plus pour nous, on l'ignore, et voilà. Et du coup, pour un athlète, encore une fois, qui veut de la visibilité, veut de l'argent, machin, c'est 10 000 fois plus risqué d'aller du côté naturel, du côté testé étant dopé, pour la simple et bonne raison que s'il se fait choper, il perd tout en fait. Il perd toute sa visibilité, il perd du coup toute sa source de revenus, il perd toute sa crédibilité, il perd tout son, entre guillemets, honneur, etc., etc. Et il sera plus jamais pris au sérieux par la communauté du coup de la fédération naturelle, enfin testée du coup. Et pour moi, ce sera légitime. Encore une fois, parce que il y a des règles, tu te plies aux règles, et si tu te plies pas aux règles, tu triches et que tu te fais choper, bah du coup tu perds toute crédibilité, c'est normal. Donc voilà, moi pour cette raison évidente, je ne comprends pas pourquoi. Alors je dis pas que ça se fait pas, ça se fait. Du coup, vu que ce mec-là s'est fait choper, je dis pas que ça se fait pas, mais je dis juste que c'est beaucoup plus risqué. Et donc du coup, quelqu'un de un peu sensé qui veut mettre en place une petite stratégie pour percer dans la force ou quoi que ce soit, bah du coup, il devrait beaucoup mieux, s'il est dopé, aller du côté dopé pour essayer de percer de ce côté-là, plutôt que être dopé, aller du côté naturel, du côté testé, avec toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, qui du jour au lendemain peut tomber. Et comme je l'ai dit, au niveau des tests, les tests sont contraignants, notamment le out of meet testing, et le out of meet testing peut vous faire tomber. Et la preuve, Kelly Branton s'est fait choper, mince, j'ai dit son nom, s'est fait choper avec un out of meet testing. D'où l'importance de
et d'où l'importance et la force contraignante de ce test. Voilà, j'ai à peu près présenté tous les arguments que je voulais présenter. J'ai une dernière chose à dire, malheureusement en fait, c'est que voilà, je vais être tout à fait franc, moi ça m'atteint pas tant que ça. Des fois ça m'agace un peu quand je reçois des messages un peu voilà, dans ce sens-là. En général, les gens disent ça dans mon dos. Bon, honnêtement, ça ne m'atteint vraiment pas, mais je sais malheureusement que ça atteint des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui, du coup, en fait, ils se rendent pas compte, hein, mais c'est de la diffamation, qui diffament de manière publique d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est répréhensible par la loi, hein, au cas où pour les 2-3 du fond qui ne suivent pas. Mais vous inquiétez pas, toutes les captures d'écran sont chez mon avocat. Donc voilà, c'est répréhensible par la loi et ça peut être très grave. Et il y a certaines personnes que ça touche. Donc encore une fois, ce que je dis, c'est je ne dis surtout pas, je ne défends surtout pas l'idée que tout le monde est naturel dans une fédération testée. Encore une fois, il y a testé et naturel, c'est deux choses différentes. Mais l'aspect testé indique aux athlètes qu'ils doivent être naturels s'ils veulent concourir. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, comme on peut le voir, mais justement, il y a des éléments, il y a des tests. Les tests existent, les tests sont fiables. Les tests sont ceux réalisés par la WADA ou la FLD dans tous les autres sports, donc ils sont fiables, ils existent. En plus de ça, comme j'ai dit, il y a cette histoire de liste d'athlètes, tout le monde peut être testé n'importe quand, etc. En plus de ça, il y a l'histoire des listes aussi, où les athlètes, quand ils se font attraper, apparaissent sur la liste et ils prennent leur suspension et qu'après, en fait, on voit toujours leur nom sur la liste. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de sorte de, on va dire, de shaming un peu de la part pour cet athlète-là. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, honnêtement, j'ai du mal à comprendre que certaines personnes disent « Mais de toute façon, ils sont tous chargés ». Ok, mais sur quoi tu te bases ? Quels sont les éléments objectifs? Quels sont les faits qui permettent de dire « Voilà, ils sont tous chargés ». Moi, de mon côté, là, ce que j'ai fait sur la vidéo, c'est que j'ai présenté des faits de la manière la plus objective possible. J'ai forcément une part de subjectivité, évidemment, mais j'ai essayé de présenter des faits de manière objective, des faits que tout le monde peut aller vérifier en faisant des petites recherches et en regardant. Donc, je mettrai des liens de l'IPF, de la FF Force, etc. dans les commentaires, enfin dans la description. Mais voilà, donc ça, au bout d'un moment, il faut aussi comprendre que tous les arguments ne se valent pas d'un point de vue de force convaincante. Moi, si je vous dis que j'ai une licorne là derrière dans la pièce, vous n'allez pas me croire. Et vous allez me dire, bah, prouve-nous que tu as une licorne dans la pièce. Et bah, je pense que vous aurez raison de demander une preuve de cette licorne. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois les personnes qui disent, ouais, de toute façon, ils sont tous chargés. D'accord, prouve-le. Enfin, je te demande pas de me sortir le test antidopage de tous les athlètes et de dire, ah ben tiens, positif, positif, positif. Mais montre des rouages, montre des choses qui permettent de comprendre et de voir d'un point de vue objectif que tout le monde est dopé à haut niveau. Et malheureusement, ce genre de preuve n'existe pas parce que ce n'est pas le cas. Tout le monde à haut niveau n'est pas naturel, mais tout le monde à haut niveau n'est pas dopé non plus. Il y a de tout. Il y a des dopés, il y a des naturels. Tout comme dans la vie de manière générale, il y a des cons, il y a des moins cons, il y a des gentils, il y a des moins gentils, il y a des méchants, il y a des pas beaux, il y a des trucs, il y a des beaux, machin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu plus clair sur cet aspect-là. Encore une fois, je suis ouvert complètement au débat et je ne suis pas ouvert au trash talk. Si vous essayez de me trash talker, je ne répondrai tout simplement pas ou alors je trash talkerai en retour. Mais si vous voulez vraiment un débat, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça et je répondrai aux messages. Voilà, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo auprès de vos amis qui ne s'y connaissent pas trop, mais qui parlent un peu trop. Et jusqu'à la prochaine fois, restez comme All Might et soyez beaux, forts et faites le bien autour de vous. Plus Ultra!